Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. Défaite 22-9 contre les Chiefs pour notre premier match à domicile. Les Giants ont encore un nouveau QB, moi c'est Plaque, je suis avec Thiago. Comment vas-tu mon cher Thiago? Alors, on rentre dans le vif du sujet là. Tout de suite, je balance les punchlines direct. Voilà, Jameis Winston sur le terrain. Comment ça va? Personnellement bien, au niveau des Giants très mal. Je ne pensais pas qu'on en serait à ce stade-là avant que le mois d'octobre commence. Vraiment. Ouais. En fait, perdre les 3 matchs, c'est pas forcément incroyable vu la difficulté du calendrier, mais c'est ce qu'on voit sur le terrain qui est déprimant en fait. Exactement, c'est exactement ça. Parce que la semaine dernière, on a perdu, mais on était quand même assez content de la prestation parce qu'en fait, la prestation précédente était encore tout aussi moisie. Mais là, il y a tout simplement rien sur le terrain. Et d'ailleurs, j'ai une petite stat intéressante pour toi. Allez, on commence. Vas-y, balance ton stat, là, direct. Voilà, je balance. On est la seule équipe à débuter toutes ces saisons avec 3 défaites depuis 2020, avec les Jets. Attends, depuis 2020, on a toujours commencé en 0-3. Bah oui, puisque... Et la saison, on va en playoff, mec. C'est passé après 2020 et on va en playoff et on gagne le premier match. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi tes stats vérolées là? Ah, il faut que je revoie celle-là. Bon, en tout cas, il y en a une autre qui, par contre, j'ai pu vérifier. C'est on a 7 matchs avec moins de 10 points depuis 2024. Ça, c'est une vraie stat. Et tu sais combien de matchs avec moins de 10 points ont les autres équipes? La deuxième équipe dans le classement de nullitude, tu sais à combien de matchs avec moi? 3. Exactement. 3 matchs. On est tellement mauvais qu'on a 2 fois plus de 2 fois ce que le deuxième a. Alors là, quand même, on passait quand même d'un premier match où on était vraiment passé à côté, il ne s'était rien passé contre les Commanders, à une prestation assez incroyable, mais contre vraisemblablement une défense en fait des Cowboys qui a l'air nulle parce qu'ils se sont fait éclater cette semaine et c'est vrai que leur défense a l'air vraiment friable. Et cette semaine, on aurait dû passer les 9 points en fait. Là, on aurait dû au moins en mettre 10 si on avait eu un kicker, puisqu'on a eu un extra point qu'on a raté parce qu'on n'avait pas de kicker. On va en parler de ça, parce que ça devient la blague, hein, cette histoire de kicker. Donc normalement, on aurait dû marquer, mais on a aussi des red zones qui ont foiré, on a tout un tas de choses qui n'ont pas réussi. Et alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, mon cher Thiergo, si tu es d'accord, c'est ma sensation en fait avec ces 3 premiers matchs. J'ai l'impression que là, c'est vraiment mis en évidence beaucoup plus qu'encore les saisons précédentes. Il y a un vrai problème d'appel de jeu, de coach. Alors, est-ce que c'est le coaching staff en général? Est-ce que c'est juste les coordinateurs? Est-ce que c'est les coordinateurs et Daboll? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Parce que clairement, il y a des ratés. Enfin, je veux dire, quand la nullité qu'on a en red zone ou les jeux appelés, il y a franchement des choses bizarres. On n'est pas capable. Je pense qu'il y a une partie qui vient de Russell Wilson, mais il y a une partie qui vient des jeux, clairement. On l'a dit en défense, quand il y a des 3e et 27 et qu'on se fait convertir, là, il y a encore eu une 2e et 17 qu'ils ont converti. Enfin, voilà, c'est toutes les semaines, il y a des jeux très bizarres à appeler. Est-ce que toi, quel pourcentage de nos problèmes tu imputes à ce coaching staff et au coordinateur en particulier? Alors, avant que je te dise à qui c'est qui la faute, j'ai pu vérifier la stat, c'est 3 saisons depuis 2020 où on commence à 0-3. En effet, en 2022, on a une victoire dès la professionnelle. Pour cette question de quel pourcentage de nullitude de notre coaching staff comparé à celui de nos joueurs, je commence à le mettre à 95%, pour être assez honnête. Parce que ça fait 4 ans qu'on a Daboll, que la seule chose qui a changé notre coaching staff, c'est le coordinateur défensif. On ne peut pas dire qu'il y a eu une amélioration de ce côté-là non plus. Non. Bon, je ne sais pas si c'est 95%, mais en tout cas, c'est un pourcentage qui, quand même, on est facilement à 50, 60, 70%. Parce qu'il y a cette séquence, en effet, où il me semble que c'est en fin de match, on est en red zone et on a 4 tentatives absolument hallucinantes avec une première tentative et goal où on doit être à 4 yards, 4-5 yards de l'end zone. Et en fait, tous les receveurs s'arrêtent pile sur
la ligne dans le but. Il n'y a personne qui va plus profond sur l'arrière de l'end zone. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le deuxième play, je ne sais plus trop ce que c'est. Non, le deuxième play, c'est un jeu digne de Jason Garrett, ça. C'était la spéciale Jason Garrett, première action exactement. du match. Ils faisaient tous des hitch à 5 yards. C'est complètement débile. Après, on a eu un QB draw, avec un QB qui, en fait, n'arrive pas à gérer les rushers. Et puis, il ne sait pas courir, il court à 2 à l'heure, Russell Wilson. Tu sais, bon, à la limite, qu'il ne court pas très vite, ça ne m'inquiète pas tellement parce que. Non, mais tu ne cours pas un QB droit avec un QB qui ne sait pas courir, quoi. C'est ça le problème. On en a fait avec Eli Manning, hein. On n'en faisait pas beaucoup. L'idée, c'est que tu dis, ouais, tu penses que la défense ne s'attend pas à ce qu'il court parce que justement, il ne sait pas courir et il les prend par surprise. Voilà. Et puis ensuite, après, on a 2 tentatives où en fait les passes vont à l'arrière de l'end zone. Enfin, une séquence de jeu complètement nulle. Et puis tu ajoutes à ça, moi ça me déprime, tu vois, on va parler du kicker tout à l'heure, mais donc Graham Gano s'est blessé à l'échauffement, bravo les gars. Et en fait, on a fait kicker notre punter alors qu'on aurait pu se dire, bah non, en fait, on va tenter les deuxièmes tentatives parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Ouais, mais normalement, le punter, il est censé, c'est le backup si jamais il y a une blessure. C'est lui qui est censé pouvoir kicker. Et le seul kick qu'il a fait, il est dégueulasse. Normalement, tu es censé avoir un kicker en santé. Ça fait 3 saisons que ça nous arrive. Alors attends, on y vient après parce que ça, c'est une autre discussion. Mais là, on est en train de discuter déjà de ce qui s'est passé dans ce match et ce pourquoi on a perdu. Donc cette attaque qui a été effectivement assez peu prolifique, il y a quand même eu, je trouve, du jeu de course. Il y a eu des belles courses. On a réussi à produire du jeu à la course, surtout en début de match. On marque un TD à la course d'ailleurs avec Katebo. Malheureusement, Tyron Tracy était pas mal. Il avait fait quelques courses, des trucs un petit peu shifty, des petits speed moves parce qu'il sait faire et cette complémentarité avec Katebo qu'on attendait. Malheureusement, il s'est disloqué une épaule. Donc il va être absent entre 2 et 4 semaines. C'est dommage parce que ça produisait un petit peu et cette O-line arrivait un petit peu à ouvrir des brèches. Donc ça, c'était intéressant. Mais il y a eu, on a vraiment eu en fait un plan de jeu où Russell Wilson, c'était soit du check down, soit de la passe longue. Il se fait intercepter sur 2 passes longues complètement forcées. Hein. Et là, on n'était pas dans l'effet de surprise comme il y a eu contre les Cowboys où ils ne nous attendaient pas du tout là-dessus. Et on a réussi à vraiment leur mettre la misère au fond du terrain parce qu'ils ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas prêts. Là, ils savaient, les Chiefs, ils avaient vu. Ils ont décidé de couper complètement le jeu long. Donc, dans ces cas-là, tu as du jeu court, effectivement, mais tu peux avoir du jeu intermédiaire aussi. Et ça, il n'y a pas eu du tout. Si tu regardes les passes de Russell Wilson, c'est que des passes limites en ligne de scrimmage. Une ou deux un peu au mi-terrain, mais le reste, il n'y a rien. On le savait, et ça, c'était ce qu'il avait été dit. Il ne sait pas faire. Il ne sait pas jouer au milieu du terrain, parce qu'il est trop petit, parce qu'il ne voit pas bien ce qui se passe, parce qu'il n'a jamais fait ça dans sa carrière. Effectivement, il a de belles passes longues, mais là, il a juste forcé le jeu. Seulement 2 réceptions pour Malik Nabers, 18 yards, je crois. Je le fais de tête. Mais voilà, c'était un jeu soit court, soit très long, et puis ils ont très bien défendu sur ça, et on n'a rien su faire. Voilà, il y a eu cet effet de surprise sur le match 2, et puis là, c'est retombé très vite à plat, quoi. Ouais, non, mais c'est... Offensivement, notre seul point positif en attaque, c'est Cam Skatebo, quoi. Et là, j'ai trouvé la O-line quand même pas trop mauvaise, hein, franchement. Particulièrement quand on avait Andrew Thomas. Andrew Thomas qui était alors ça, à un peu plus de 25 snaps, je crois que c'est 26, j'ai regardé hier. Ça aussi, on est sur un shot coaching absolument. Alors attends, ça je vais en parler parce que il a été sorti au bout d'un moment et tu vas me donner ton avis. Il a joué au début du match et il a été sorti parce qu'il revient de blessure. Je pense que l'objectif c'était on le refait un peu jouer, on profite de son talent, mais on force pas, on voilà. Le truc, c'est que moi, je suis d'accord que s'il est en forme, ça fait chier de le sortir. Mais par contre, si jamais on avait rushé trop vite et qu'il se reblessait sur du long terme, là, on aurait dit, les coachs, c'est vraiment ridicule. Mais bon, a priori, si jamais il y a des médecins et que c'est leur métier, s'ils disent, oui, c'est bon, il peut jouer tout le match, il ne joue pas tout le match et qu'il joue qu'un demi-match, c'est assez bizarre aussi. Je suis d'accord que c'est très bizarre. On est exactement d'accord. Tu ne peux pas avoir la politique du cul entre deux chaises. Parce que soit il était en état de jouer, soit il ne l'était pas. Mais c'est pas un match de saison régulière, c'est pas la pré-saison où tu fais tourner ton effectif. Parce que c'est pas que. T'as raison, je suis d'accord.
Mais tu vois, il aurait pu se blesser dès le premier snap, et là, on aurait dit, mais attendez, les gars, vous êtes complètement cons. Ah voilà, c'était honteux. Ouais. Voilà. Mais ceci dit, il aurait très bien pu jouer quasiment tout le match et se blesser en fin de match, et ça aurait Mm. été la faute à pas de chance. Mais je pense que ça affecte aussi les autres joueurs de savoir si Andrew Thomas est là ou pas, parce qu'on a vu que la ligne était quand même bien meilleure quand il était là. Ah bah J'ai oui. vu une stat qui disait qu'il y avait un taux de 100% de pass protection, enfin de win rate contre Chris Jones et l'autre rusher Je pour sais pas. Elemenor et Thomas quand ils étaient ensemble sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que Mhm. notre tackle se débrouillait mieux. Mhm. Ça veut dire que le garde qui est à côté du tackle aussi, lui, il est moins inquiet. Et que le QB, D'accord. eh ben, il sait il a moins de soucis à se faire parce que Ouais, ouais. Russell Wilson, il a joué comme une bouse, mais je suis sûr que ça l'a inquiété de se dire, ah, maintenant j'ai un rookie qui fait face à Chris Jones, pas qui fait face à la défense des Ouais, Cowboys ouais. qui est pas aussi forte, qui n'est pas un pass rush aussi forte Bien sûr. Bien sûr. que les Chiefs. Donc, En tout à cas, notre choix c'était de quand même bizarre. rassurant de voir que Andrew Thomas était clairement revenu au niveau et que Andrew Thomas reste Andrew Thomas. Donc, Et j'espère que, et d'ailleurs, je me dis qu'avec la décision de titulariser Dart, on en parlera plus tard, je pense que le fait que Andrew Thomas ait bien joué bah, fait penser au coach, fait OK, on envoie notre rookie dans une sale situation, mais au moins il ne va pas se faire défoncer parce que ouais, la ligne offensive sera nulle. ouais, ouais, ouais. Ça va. Oui, je suis d'accord. Euh, Bon voilà, la défense a quand même tenu son rang pour le coup, enfin son rang. Elle a limité à 22 points. Alors oui, il y a eu des erreurs. Moi, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Et là, je pense à l'action où Mahomes lance une passe en arrière, il veut lancer, il retient finalement la balle par quand même, c'est un fumble. Okereke, là, il est à 10 yards de l'end zone, il a juste à la prendre et à courir, ou au moins retombe dessus, mais donne la balle à l'attaque. Et il va pour ramasser le ballon. Et c'est Mahomes qui arrive comme un fou et qui lui rattrape le ballon. Ça, je trouve ça fou de rater une opportunité comme ça. Il y a eu une interception ratée d'Adebo où c'était là aussi un moyen de récupérer la balle, mais ça n'a pas été fait. Ça, c'est dommage, c'était une belle action de sa part. Ouais. Le kicker qui est pas là, il y a toujours, mais c'est pour les équipes nulles en fait. Quand tu es une équipe nulle, tu peux pas te J'ai toujours permettre moyen de d'avoir ça. perdre. Et là, on a encore des opportunités qu'on rate. Mais là, ce fumble, c'est quand même le plus marquant parce que je veux dire, il a Ouais. ramassé à courir 5 mètres et il marque quoi. C'est Pour moi, là, on est sur un problème d'exécution bien où il sûr. y a probablement pas eu suffisamment d'exercice autour de on ramasse sur le ballon, on se jette dessus. Après, moi j'étais aussi très impressionné par Mahomes qui se jette dessus, mais c'est Bien très bien sûr. fait. C'est pas très recommandé de la part d'un quarterback, mais je pense que Mahomes il Ouais. s'est dit oh putain, j'ai fait une grosse connerie, il faut que. Non, Parce mais là, que, normalement, il n'est pas censé faire ça. Okereke, s'il fait bien le boulot, il n'est pas censé ouais, relâcher le ballon. Quoi. parce que je sais plus à combien est l'écart du score S'il y a à ce six, au moment moment-là. où il se passe ça, il y a 6-6. Ouais, mais donc tu vois, c'est pas énorme. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que on dit que les Giants sont mal joués, mais encore une fois, on a une défense qui nous tient dans le match. Bon, les Chiefs sont aussi particulièrement nuls, mais Ouais, ils n'ont pas une attaque. Là, cette année, ils sont pas incroyables, hein, ça c'est sûr. non, ouais, ils sont vraiment pas incroyables. Mais Le en joueur tout qui a été cas, problématique, moi j'ai trouvé, c'était Andrew Phillips. Malheureusement, sur ce match, ils ont beaucoup visé dans sa direction. Il a eu beaucoup de mal. Il a fait une passe interférence de 1 milliard de yards. Enfin, ça, c'est. Les passes interférences, franchement, moi je préfère la règle NCA où c'est 15 yards, mais les passes interférences où tu fais exprès de lancer à l'autre bout du terrain. Et puis, avec la passe interférence, ça te fait gagner tous ces yards que tu aurais dû avoir si tu avais fait la réception. Bon, on est aussi assez nul là-dessus. J'ai pas l'impression que les autres équipes se font autant pénaliser que nous sur ces actions. Quoi. À chaque fois que tu vois une passe longue, tu te dis bon bah voilà, il va y avoir passe interférence, c'est sûr, et un coup sur deux, c'est le cas. Je comprends pas pourquoi bah, on n'arrive pas à faire mieux que ça. Quoi. C'est fou quand même. ouais, bah, parce que Shane Bowen est aussi nul, hein, mais Ouais, bah, à un on moment en donné, revient c'est à quand la même le question de joueur. Quand départ, il y a un c'est contre un. Non, mais quand le non, mais receveur il est un contre un contre le corner, je veux dire, Shane Bowen, il ne peut plus rien faire à ce moment-là. Donc bon. bah, il y a une partie du schéma qui va définir Bien qu'un joueur sûr. se retrouvera en un contre un Ça, je suis receveur. d'accord. Ça, c'est Mais il ne faudrait pas que ce soit Drew Phillips. Si le schéma, c'est Drew Phillips, tu te retrouves tout seul contre Juju Smith-Schuster. Smith Schuster. Ah, c'est un peu difficile le matin.
C'est pas la meilleure idée, mais en effet, il y a un gros problème d'exécution. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes du kicker? Bien sûr, Parce que c'était le dernier point que j'ai je envie voulais de dire tout évoquer. de suite. Vas-y. Pardon? C'était le dernier point que je voulais évoquer, c'est OK. important, hein, c'est ouais. Pour, au départ, enfin, ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est que, je pense que même si Gano avait été en pleine santé, on n'aurait pas gagné ce match. Parce que mais ça aurait changé un peu la donne dans le sens où on aurait peut-être été un peu plus proche, pendant tout le match. Tu appelles ton jeu de manière différente quand tu as des écarts qui sont plus petits. Ça se trouve, on aurait pu prendre l'avance et donc du Ouais. coup, créer, la différence. Bah, Et je pense déjà pas si que on ramasse le fumble et qu'on marque, là-dessus, non, bien sûr. Mais je pense pas que le kicker, sur ce match particulièrement, nous aurait fait gagner le match comme il aurait pu nous le faire gagner, en 2023 en 2024 pardon, contre les Commanders. contre les, Commanders. Ouais. Alors, la raison pour laquelle je dis ça fait 3 ans, c'est que je me suis quand même posé la question, je me dis: «Mais en fait, il s'est passé quoi déjà la première année?» parce que je me rappelais plus et je suis allé chercher un peu dans les archives et en fait, la première année, ce qui s'est passé, c'est que Gano s'est blessé au genou quelques semaines avant le match contre les Jets et les Daboll et compagnie ont fait: «Non, non, non, c'est bon, ça va le faire» et cetera et puis quand on est arrivé au match des Jets, qui était un match qui s'est joué à 10-13, Gano a joué, mais il a loupé, 2 Oui, field ouais, goals super faciles, ouais. de 27 et de 46 yards. Voilà, Mmh. des trucs qui sont à sa portée. Heu Ensuite, donc voilà, première erreur, on s'est dit: «Putain, c'est quand même con». 2e, c'est contre les Commanders l'année dernière où on a réussi cet exploit de faire gagner une équipe qui ne marque pas, enfin qui marque je sais plus combien de field goals parce que nous, Ouais. on n'était pas capable de faire des Bah, field ils en ont mis goals. 7, non? Je crois. Ouais, je pense que c'était quelque chose comme ça et c'est là où je me suis énervé en disant: «Mais en fait, c'est juste pas possible, d'être aussi mal préparé que ça». Je Parce me qu'en souviens de fait, ce podcast, je m'en rappelle, tu étais vénère. j'étais vénère parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'était que Gano avait une blessure à l'aine et pendant le kick-off de départ, il s'est blessé, au hamstring, je sais Les aux ischios. ischios? Ischios, ouais. Alors on n'a jamais su déterminer si l'un était, pouvait Ah, entraîner l'autre ou vice versa, mais on avait encore un mauvais problème, enfin un problème de gestion, du kicker et là, on est sur la 3e année où en fait, notre kicker n'a pratiquement pas fait de field goal pendant le training camp, de ce que j'entends. Le coaching staff s'est dit: «Bon, on va le garder, on va le laisser se reposer, ça va le faire». En fait, on a fait la politique de l'autruche avec Gano en se disant: «Non mais Gano, il était super bon avant et une fois qu'on aura réglé, ses problèmes, de blessure, il sera à nouveau super bon». Il a 38 ans. On aurait pu faire des économies, on aurait pu passer à quelqu'un d'autre. Je veux dire, un bon kicker qui est blessé, c'est un mauvais kicker pour moi, parce que le ah kicker, bah, on a besoin pour c'est quoi? inutile, inutile. C'est inutile et c'est la première fois depuis que je suis les Giants que je vois autant de problèmes de kicker Mmh. et c'est juste plus possible. On est sur de Ouais, ouais. l'incompétence crasse Et là, c'est de de la part des coachs, l'incompétence, hein. de la part de bah, moi, je dirais pas les Ah, coachs, je dirais, de la du staff, mais enfin, je dis des coachs avec le staff médical, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que le staff médical dit aux coachs? pour moi, c'est aussi le GM qui devrait dire à un moment donné, «Ça fait 2 saisons que tu es blessé, on peut plus compter sur toi, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre». Ah bien sûr. Et on économise, je sais pas combien, il a un contrat à 4 millions par an, c'est très élevé pour un kicker. Là, on voit la diff, hein, les Cowboys, ils ont un kicker qui est jeune, qui fait des kicks de 80 yards, et c'est génial, et la vie est belle. Ça leur fait gagner des matchs. Et ben, nous, c'est l'inverse. Notre kicker, ça fait 3 saisons qu'il nous fait perdre des matchs parce que bah, soit il n'est pas là, soit il est blessé, soit voilà, c'est une galère. Donc, je suis d'accord, là, il y a clairement un problème. Et pour moi, c'est à imputer sur le GM qui aurait dû prendre ce problème en main depuis le début et ne pas laisser cette situation comme ça. Et tenter plus de choses, avoir 2, 3 autres mecs, j'en sais rien. Et tu fais, voilà, vraiment, tu essaies de trouver une solution, quoi. Donc là, la solution qu'on a trouvée, c'est que les Falcons ont lâché leur kicker, Yongweku, alors j'ai pas suivi, pour moi il était OK comme kicker, mais a priori il aurait raté quelques kicks. J'ai vu ses stats aussi, il était excellent il y a 5 ans, et puis après moins bon, là il a 31 ans je crois, et ses stats ont fait que de baisser jusqu'à, il est à peu près il est autour de 60-70% de kicks, alors qu'il était à plus de 90 il y a 5 ans. Ouais, Donc mais voilà, il y a clairement du son niveau est en mental. baisse.
Il y a du mental dans le tas. Il y a Ah des bah, kickers le qui ont kicker, des- c'est mental à 50%. C'est 50 mental, 50. Oui, je suis d'accord. C'est très, très important. Ça, y a Et pas de avant doute. que tu continues, tu sais, donc la moyenne du contrat de Graham Gano, c'est 5,5 millions par an. Tu sais où est-ce qu'il se positionne dans le classement des kickers? Je sais pas, troisième, quatrième. Cinquième. Voilà. On a, Putain. on a le top 5 kicker Ça, en c'est honteux. salaire et il est même pas capable de faire son job, tout Ah, mais simplement. déjà, le contrat, moi, je l'avais trouvé élevé quand on lui avait signé, alors qu'il sortait d'une saison de blessure. On aurait dû rectifier ça. Je pense que la dead money, elle est pas folle si tu le coupes. À mon avis, tu as 2 ou 3 millions à venir gratter facile. Donc, Ouais, ouais. non, tu peux t'en remettre, mais on n'aurait pas dû commencer cette saison avec Graham Gano Ouais, dans non. l'effectif. Ça, c'est clair. Et Parce que, puis signer, je sais pas, tu signes deux trois mecs qui sont, euh, qui sont undrafted, tu essayes de voir ce que ça donne, j'en sais rien. Enfin, des kickers, ça se trouve, quoi. Oui, c'est dur comme métier, c'est pas tous des Aubrey, mais malgré tout, tu as moyen de trouver des mecs qui tiennent la baraque quand même, quoi. Bon, ouais, mais c'est vrai c'est que ça, c'est politique de l'autruche de la part de Joe Shane. Euh, ouais, enfin, là, c'est un vrai problème de gestion, là, je suis d'accord. Ça, Mais c'est c'est pour clairement. ça qu'en fait, depuis hier, sur le Discord, je dis: «Mais virez-moi tout le monde parce que, j'en peux plus. J'en peux plus d'avoir les mêmes discussions». Heu, Qu'est-ce qu'ils ont apporté, de positif à part, une bonne saison où on est allé en play-off? Mais là, mais le truc, c'est que tu peux pas tout mélanger. La première saison, on a un effectif de merde. Et Brian Dabol, je pense, c'est grâce à lui, il est coach de l'année, il nous fait aller en playoff et on gagne un match de playoff. Donc là, tu te dis, on a le coach sur les 15 ans à venir, c'est super, ça va être la folie, on va faire une dynastie, c'est incroyable. Les 2 premières saisons en tant que GM, il installait un peu son staff et tout, c'était pas incroyable et les drafts, c'était pas folle. Là, pour moi, là, si tu regardes intrinsèquement, l'équipe est bien meilleure qu'elle ne l'était quand il a récupéré l'équipe et qu'on a fait les playoffs. On est au-dessus. Pour moi, c'est clair. Les joueurs sont meilleurs, la défense est meilleure, il y a du monde un peu plus partout. Et pourtant, on ne gagne pas parce que d'un coup, on n'arrive pas à avoir un truc où tout marche bien en même temps. En fait, ça fait 10 ans que cette équipe, quand il y a quelque chose qui va bien, il y a autre chose qui ne va pas. On a le coach de l'année 3 ans après, il se fait virer. Enfin, il est sur le point de se faire virer. C'est quand même, on n'arrive pas à aligner tout et avoir un. Voilà, c'est juste. Et ça, et tu parlais de New York, c'est vrai chez les Giants, c'est vrai en fait aussi chez les Jets qui ont ce genre de problème où ils pensent qu'ils vont aller au Super Bowl et puis Aaron Rodgers se fait les croiser au bout du deuxième jeu de la saison. Enfin, si tu te dis qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est quand même un truc de fou. Donc Voilà, voilà, c'est le on droit peut d'être pas mettre tout dit. le monde dans le même panier en disant. Alors oui, parce que tu as cet effet de se dire à un moment donné, il faut relancer quelque chose de zéro et on vire tout le monde pour tout recommencer à zéro. Et après, il va se poser la question du roster, mais on vient de prendre un QB, qu'est-ce qu'on en fait, machin. Donc ça nous amène à peut-être notre deuxième point aussi important de ce podcast, c'est le fait que Jackson Dart a été nommé quarterback titulaire. Donc à partir du 4e match, on disait il y a quelques podcasts, si jamais, on espère que Jackson Dart va être titulaire cette saison, mais assez tard, parce que ça voudrait dire que la saison a quand même été OK. S'il est titulaire trop tôt, ça veut dire que la saison est partie en couille. Exactement, qui l'eût cru. On est exactement dans ce cas-là. Il y a des discussions. Alors là, je vais te poser la question. Est-ce que, à ton avis, Brian Daboll fait jouer Jackson Dart pour sauver son cul? Ah, complètement. Mais il y a il Complètement. y Ok. a il Toi, y t'es, a tu, il y toi, t'es la a team complètement, toi. il y a 0 doute. Il y a 0 doute parce que, déjà, il y avait des rumeurs, hein, cette semaine, qui disaient que Brian Daboll, son poste, il était en poste, mais il lui restait plus beaucoup de chances. Ouais. T'as eu cette image pendant le match où tu vois Mara, Daboll au milieu et Joe Shane, et les trois avec une mine déconfite, et tu peux seulement imaginer supposer ce que Mara est en train de penser, où il est en train de se dire: «Putain, j'aurais dû tous les virer. J'aurais dû tous les virer la saison dernière». Ouais. Et mais ouais, parce que pour moi, faire commencer Dart face aux Chargers, qui sont à 3 victoires, j'ai quelques stats sous les yeux. On peut regarder les stats offensifs, ils sont deuxième en yard à la passe, deuxième en yard, cinquième en yard en TD. Ouais, mais ça, on La s'en fout, course, c'est leur défense qui est mais ça, on s'en importante. fout. Mais attends, je vais regarder défense. Défense, Ils ont une ils bonne défense sont aussi, hein. quatrième en points encaissés, 9e en yards encaissés à la passe et 9e en yards à la Ouais, course c'est et une top 10 défense, quoi. donc
tu mets et je trouve que ma deuxième équipe de cœur a quand même un sacré pass rush. Non, j'ai regardé hier, je regardais les extraits de la victoire contre les Broncos et j'ai vu leur DT qui fait un sac Tarte 90 Tarte. Je le connaissais pas. Je fais oh là là, un Ouais. gros bonhomme. Euh, Étonnant ça, ça va. un defensive tackle qui a un physique d'armoire en NFL, ça c'est fou ça, on n'a jamais vu ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, où est passé Dexter Lawrence? On ne le voit plus. Mais Depuis bon, qu'il a un enfant, il a disparu cette année. C'est vrai qu'il est moins impactant. Alors il est peut-être juste ah, double teamé c'est tout le temps et qu'on ne le voit plus, retour mais retour de blessure aussi, hein. Je pense c'est vrai, que c'est vrai. on n'a plus le même Euh, joueur. alors pour répondre à ce que tu dis, pourquoi le mettre là, moi je pense que de toute façon, on s'en fout qui est l'adversaire. C'est pas ça qui décide si tu dois le faire jouer ou pas. Si tu penses que. Alors, j'ose espérer. Alors, je pense qu'il y a une partie, effectivement, c'est sauver son cul parce qu'il doit montrer, et c'est ça un peu sa dernière carte. C'est son baroud d'honneur. C'est j'ai voulu drafter ce mec parce que je pense qu'il avait, on l'a déjà dit, hein, il a une part importante dans la décision de drafter Jackson Dart. Donc, je vais vous montrer que je suis capable de faire quelque chose avec lui. Je dis pas qu'il va lancer 500 yards à son premier match, mais je vais vous montrer qu'on est capable d'avoir une attaque qui tourne et qui est quand même respectable. On va pas lui donner un seul match à ce mec-là, on va lui donner plus que ça dans tous les cas. Il va pas se faire virer demain, Brian Daboll, je pense pas. Ce serait con là, ce serait vraiment un problème de fonctionnement de dire voilà, le mec il a enfin son QB, ils vont enfin le faire jouer, puis au bout d'un match on lui dit bah c'est fini, tu t'en vas mon coco, et on le donne à un nouveau coach qui a pas du tout voulu ce QB là ou un nouveau GM qui a pas voulu ce QB là, ce serait un peu problématique. Mais voilà, peu importe l'adversaire, en fait, tu vas pas dire bah, on attend de rencontrer des mecs nuls pour le faire jouer, ça change rien en fait. Russell Non, Wilson, tu peux je pas pense faire. que Russell Wilson n'a pas donné satisfaction et il dit je pense que dans sa tête, il y a 50% je sauve mon cul et 50% je pense que Dart me donne plus de chances de gagner que... Alors, ouais, mais en fait, c'est clair que si Dart te donne plus de chances de gagner, il faut choisir Dart. Mais là où je dis contre les Chargers, c'est pas idéal, c'est que c'est vraiment un adversaire difficile. On l'aurait commencé une semaine plus tard contre les Saints, et les Saints sont, je sais pas à quel stade sont les Saints. Ouais, Je mais pense pas qu'ils soient nuls comme nous, mais je pense que en effet, il veut sauver son cul. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui rentre en ligne de compte. Daniel Jones, qui ne joue plus dans notre équipe. non, Daniel mais, Jones, ouais, non, mais ça, Daniel Jones qui fait une super saison chez les Colts. Et quand. Et justement, Daboll je pense que ce qui a permis à Daboll de ne pas se faire virer en fin de saison dernière, c'est qu'il a pu dire à Mara, si vous me donnez le quarterback qu'il me faut, je peux faire fonctionner cette équipe. Le problème, c'était Daniel Jones, et on va prendre un nouveau quarterback et ça va aller mieux. Et en fait, on voit que Daniel Jones, alors pour le moment, ça va, hein, ça se trouve, Daniel Jones, il va faire le reste de la saison complètement pourri. pour l'instant, il est très très bon. Il fait 3 super matchs et l'équipe est complète. Moi, j'imaginais pas du tout les Colts à ce niveau-là cette année, ça c'est clair. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que même si tu mets Jackson Dart à part, on a fait venir un nouveau QB vétéran et ça se passe pas mieux qu'avec Jones. C'est même pire, à part pour un match. Et là maintenant, tu fais rentrer le rookie et t'espères avoir en fait un jeu offensif qui soit plus productif, qu'on règle ces problèmes justement, comme tu dis, de le milieu du terrain n'est pas exploité. Parce qu'il faut exploiter les 3 niveaux du terrain, c'est lion, milieu, court, plus le jeu de course. Oui, je suis d'accord quand tu dis qu'on a un meilleur effectif, mais on ne sait pas l'utiliser. Et j'espère qu'avec Jackson Dart, pas forcément qu'on aura plus de victoires, mais qu'on verra de l'amélioration. Bah c'est ça, c'est l'objectif, c'est est-ce que déjà on va pouvoir voir ce qu'il vaut et oui, même s'il joue contre une bonne défense, il est censé pouvoir aussi faire quelque chose à un moment donné. Je veux dire, le mec, ça va être son métier et on espère qu'il fera une grande carrière, donc peu importe la défense, il faut qu'il prouve quelque chose. Ça va pas être facile pour son premier match, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'on espère là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer à ce stade de la saison? La saison, elle est quasiment foutue, on est à 0-3, on va pas espérer quoi que ce soit. Aller faire les playoffs, ce serait bon, voilà. T'es jamais à l'abri que d'un coup, voilà, je sais pas quoi, mais c'est presque, ça tient presque du miracle à ce moment-là de la saison de se dire on va réussir à faire les playoffs. Malgré On tout, n'a je jamais pense. pensé qu'on ferait les playoffs, ceci dit, hein. Même quand on était au Oui, top bien de sûr. notre
de notre enthousiasme pour cette équipe, on ne s'est jamais dit On que les était à playoffs 7-8 étaient victoires au grand maximum, c'était le exactement. bout du monde. Ouais. Et le 0-3, c'était pas illogique dans les prévisions Non, qu'on pouvait on faire. s'attendait à un 0-3, mais pas dans ces circonstances, comme tu le disais Voilà, en c'est début de ça. podcast. Maintenant, toujours est-il que, qu'est-ce que pourrait nous apporter? Alors, on peut imaginer, j'ai envie de croire que il va y avoir cet homme providentiel, quelqu'un qui va arriver, qui va faire Le Messi. l'envoyé de Dieu sur terre, qu'on attend depuis 10 ans. Tu vois, il y a bien les catholiques attendent le retour de Jésus Manning. depuis 2000 ans. Nous, on attend le retour d'Eli Manning qui renaisse de ses cendres depuis 10 ans. Bon, voilà, on peut espérer. Qu'est-ce qui va apporter de plus? Je me suis mis quelques notes. La première chose, c'est une nouvelle dynamique qu'il peut apporter à cette attaque et une nouvelle énergie. C'est ça, on l'avait dit, l'énergie, ça le caractérise beaucoup. Ouais. Il est capable, par son comportement, par sa manière d'être, etc., de redynamiser une attaque. Il a une dimension qu'on n'avait pas du tout avec Russell Wilson, c'est le jeu de course du QB. Le QB, il pouvait feinter des courses, mais il a très peu couru, Russell Wilson, et quand il courait, c'était quand même très lent. C'est à peu près une vitesse digne de Eli Manning. Donc, c'était, voilà, c'était pas une vraie menace, comme Daniel Jones pouvait l'être d'ailleurs, alors que pour le coup, Jackson Dart, lui, c'est une menace à ce niveau-là. Il a une très bonne présence dans la poche, il sent les choses venir et on l'a vu pendant la pré-saison, il est capable d'anticiper. Il va se faire saquer, hein, c'est pas, je ne dis pas que ça va être parfait, mais il est quand même capable de garder les yeux levés, regarder les receveurs, même quand la pression vient, et attendre le dernier moment pour lancer. Ça, c'était une caractéristique qu'il avait en NCAA et il l'a remontré pour les matchs de pré-saison. On espère qu'il va être capable de le faire. Parfois, les passes se joue à j'attends un dixième de seconde de plus et là je lance et ça fait la diff et il ne faut pas avoir peur, bien sûr. Et ce que Daniel Jones ne savait plus du tout faire, et là on ne sait pas pourquoi d'un coup il a décidé qu'il redevenait incroyable. Bref. Et il n'est pas, de ce qu'on a constaté, il n'a pas l'air spécialement gêné par la pression. Tu joues dans un stade de 100 000 personnes, il y a toute une fanbase qui t'attend, etc. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Et malgré son jeune âge, il a que 22 ans, il a quand même beaucoup d'expérience et il a l'air plutôt tranquille et serein, en tout cas de tout ce qu'on a vu. À chaque fois, c'est ce qu'il a montré. Donc il y a quand même des arguments. On espère maintenant, est-ce qu'il a le niveau NFL? On n'a aucune idée, mais il y a quand même des choses où tu peux te dire, OK, on peut espérer. En tout cas, on va dans ce match et je vais regarder ce match en me disant, j'espère qu'il va nous faire quelque chose. Je me dis pas, de toute façon, on a vu, il est nul, ça va jamais rien donner, ça sert à rien, autant virer tout le monde, c'est terminé. Il y a encore un espoir qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Ouais, non, et puis à la fin de la pré-saison, j'ai reconnu que je m'étais un peu trompé sur Dart dans le sens où, une fois qu'on avait drafté, Dart pour moi était un quarterback qui n'était absolument pas prêt pour la NFL, parce que c'était plus un système quarterback avec Lane Kiffin qui lui donnait tout pré-mâché en disant tu lances là, et il y avait zéro lecture à faire. Et il nous a montré pendant la pré-saison qu'il était capable de gérer une poche, qu'il était capable de faire des lectures, qu'il était capable de gérer la pression. Bon, c'était en pré-saison. Comment est-ce que ça va se passer sur un match de saison régulière? C'est plus la même histoire. Mais je pense que tu as raison quand tu dis il semble avoir suffisamment confiance en lui pour gérer la pression new-yorkaise. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu autant de fois la caméra se focaliser sur notre backup quarterback en 3 semaines par rapport aux saisons dernières. Tu sentais en fait qu'il attendait qu'une chose. Enfin, tu vois, Jameis Winston, il sait qu'il ne va pas jouer. Donc, Winston, il est comme ça, il tient ses pads, il est en train de discuter, etc. Il va encourager quelques joueurs qui sont un peu frustrés. Dart, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande d'aller sur le terrain. Ouais, c'est clair. Il n'attend que ça. Et c'est très bien. C'est très bien qu'il ait envie, qu'il se dise, OK, c'est à mon tour. On a fini avec le vieux, là. Je vais pouvoir montrer ce que je sais faire. Et sur l'énergie, je suis aussi d'accord. On l'a vu pendant la pré-saison, mais surtout, en fait, j'ai surtout envie de faire la comparaison avec l'effet Cam Skatebo. Cam Skatebo, c'est un petit rookie running back du 4e tour. Personnellement, je n'attendais pas grand-chose de lui, mais en 3 matchs, ça a commencé par un premier match où il a fait 2 petites actions de ouf, puis après le match contre les Cowboys avec un gros gain et puis un TD. Et en fait, là, sur ce match contre les Chiefs,
c'était la pièce centrale de notre attaque et il y avait une énergie qui se dégageait autour de Cam Skatebo qui était absolument incroyable, où en fait tout le monde était super content qu'il soit là. Et je pense que Jackson Dart peut avoir le même effet. Ouais. Et que quand on va voir des connexions Dart-Nabers, ça va avoir un impact sur tout le monde qui peut être assez incroyable. Ça ne va pas régler tous nos problèmes, comme tu dis, et ça va pas non plus régler nos problèmes en défense, parce qu'il ne faut pas oublier que ces problèmes existent toujours. Mais il y a un peu cet effet, le Messi est arrivé, comme tu dis. Alors, j'espère juste que, parce que je pense que les fans en ont vraiment besoin, que ce message un peu positif qu'on vous donne, on ne va pas être obligé de revenir dessus au bout de 2 matchs en disant, en fait, non, c'est la merde totale. Non, mais tu peux pas juger. De toute façon, on ne pourra pas juger un quarterback rookie au bout de 2 matchs. Ça, dans tous les cas, c'est pas possible. On a donné 6 ans à Daniel Jones, nous donnons au moins 14 matchs à Jackson Dart. Non, j'entendais Bobby Skinner qui parlait tout à l'heure de ça. Il disait, lui, il prône le fait de donner au moins une deuxième saison à un QB du premier tour. Je suis assez d'accord. Si tu le prends, c'est que tu crois en lui. À moins, il disait, à moins cas vraiment incroyable, où le mec est d'une nullité absolue, où tu sais qu'il n'y a vraiment plus rien à en tirer, mais tu dois quand même donner à un QB que tu as pris au premier tour, dans lequel tu crois, au moins 2 saisons pour prouver quelque chose. Si ça ne marche pas au bout de 2 saisons, tu peux prendre des décisions, mais tout dépend de quelle va être notre position à la draft, quels sont les QB qui se présentent l'année prochaine, quel va être le coach. Qui va être le GM et qui va être le coach. Si on a un nouveau GM, un nouveau coach, malheureusement, ils vont peut-être se dire, imagine, regarde, on fait une saison de merde, on gagne 2 matchs, on est premier à la draft, on vire tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait le nouveau GM? Il va prendre son QB. À mon avis, c'est ça, dans tous les cas. Et là, c'est pas de chance pour Jackson Dart, mais ouais. Oui, malheureusement, c'est ça. Et tu as aussi, ça arrive, tu sais, en NCA où tu as des mecs qui se font sélectionner ou qui choisissent une fac parce que y a le coach qu'ils aiment bien qui est là, et puis au bout de 2 semaines, ils apprennent que le coach se barre. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se retrouvent. Voilà, ils sont très liés. C'est des. Même si tu es un bon quarterback, en général, c'est parce qu'il y a le coach qui t'aime bien et qui a envie que tu viennes, etc. Donc, il y a une vraie liaison entre le coach et le QB. Donc, voilà, ce serait dommage qu'on recommence tout. Alors, imagine, on voit qu'il commence à être pas trop mal, puis d'un coup, on recommence tout, alors on reprend notre QB machin, bon. Et puis là, il va ailleurs et puis il devient MVP. C'est un peu ce qui s'est passé avec Daniel Jones. Daniel Jones, ça se passait bien avec Pat Shurmur. Oui, Patrick Shurmur. Et Shurmur s'est fait virer, et puis après, il a eu Garrett, et ça a été la merde. J'espère pour Dart que ce ne sera pas la même chose pour lui, mais on a parlé pendant toute l'intersaison de la relation entre Daboll et Dart. Et d'ailleurs, c'était intéressant puisque Daboll, pendant le training camp, passait énormément de temps avec Dart. On espère que justement cette relation nous apporte quelque chose. Daboll est censé être ce gourou qui a permis en fait à Josh Allen de devenir le QB qu'il est aujourd'hui, alors que Josh Allen était un quarterback qui, à la draft, les gens le regardaient en disant mais ok, il a du talent physiquement, il est bien construit, mais par contre, ce qui est entre les oreilles, c'est peut-être pas encore tout à fait mûr pour la NFL, et ça s'est très très bien passé pour Josh Allen. Donc, si on a un développement à la Josh Allen, je suis partant, il n'y a pas de problème. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dart a entre ses mains ou dans sa main droite, qui lance la balle, le destin de Brian Daboll à New York, puisque c'est sa capacité à être un quarterback NFL et à montrer qu'on peut attendre des choses de lui qui va décider si oui ou non il y a une suite à Brian Daboll. Si ça se passe mal, et peut-être même Josh Allen, si ça se passe mal, que c'est catastrophique, qu'il ne se passe rien, l'attaque ne tourne pas du tout, alors qu'on a une O-line qui est pas incroyable, mais qui est moyenne, et qui arrive à tenir un petit peu quand même, des receveurs qui sont quand même plutôt bons, un Malik Nabers qui est incroyable, et un quarterback qui n'arrive pas à faire quoi que ce soit, là, malheureusement, à un moment donné, il va falloir dire on arrête tout, et puis on est reparti pour un cycle, on recommence tout à zéro, et si un jour on le fait bien, et si on a un rebuild qui se fait bien, ça peut donner des belles histoires, comme on l'a vu avec les Lions, qui finalement, après 1 milliard d'années d'être une équipe nulle en NFL, a réussi à devenir une équipe forte. J'ai vu, je voulais juste partager un dernier truc et que tu me donnes ton avis, Thiergo. J'ai vu un post d'un mec, alors un mec lambda, mais qui je trouve intéressant. Il va plutôt, lui, au niveau au-dessus, en pensant au niveau de John Mara, en disant
au bout d'un moment, si ça se passe pas mieux, il faudrait que John Mara fasse venir un président des Football Operations, donc en gros quelqu'un qui soit l'interface et le dialogue directement avec le GM. Là, à l'heure actuelle, John Mara, il parle avec le GM, il ne parle pas avec le coach, il ne prend pas les décisions qui fait quoi sur le terrain. Et il prend pas les décisions de qui on draft, etc. Il peut donner son avis, mais bon, voilà, c'est pas, on l'a déjà vu, on l'avait vu pendant le Hard Knocks. Et là, lui, ce que dit ce mec, c'est il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Alors lui, il est président, ok, très bien, il fait, je sais pas ce qu'il fait, un rôle de président, de représentation, tout ce que tu veux. Mais il faudrait quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans et qui embauche le bon GM, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, d'avoir ce rôle-là en plus de quelqu'un qui est vraiment un expert du football et qui peut gérer les opérations football? Ouais, en gros, tu veux un premier ministre des New York Giants, une sorte de François Bayrou. Bayrou. Merci. Il y a un président, c'est ça, un premier ministre des Giants. Ouais. Non, mais tu penserais quoi, ça te paraît une bonne idée ou pas? C'est pas une mauvaise idée. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais je pense que pour Mara, c'est une idée difficile à envisager parce que il est le descendant d'une lignée de propriétaires qui étaient très impliqués dans les affaires de l'équipe. Tim Mara, le créateur, Wellington Mara, qui était donc son père, qui a marqué toute la NFL, parce que c'était, pour rappel, hein, si on appelle le ballon de football de la NFL de Duke, c'est une référence au surnom qu'on donnait à Wellington Mara. On l'appelait de Duke parce que Duke of Wellington, il n'était pas du tout Duke, hein, mais c'était juste un truc qu'on disait. Et donc, en fait, lui, il veut créer sa propre légende. Ouais, bah là, il va la créer, sa légende, hein, mais ce ne sera pas une légende positive pour l'instant. Hein, donc, Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que tu pourrais très bien dire qu'au final, les 2 Super Bowls qu'on a eu récemment sont plus en fait un héritage du travail fait par son père que par John Mara lui-même. Mais peut-être qu'il faudrait qu'il se fasse aider par quelqu'un, en effet, qui regarde ça de manière un peu plus froide, un peu plus objective, en lui disant, écoute, ça va pas, ça, il faut qu'on règle. Il y a aussi d'autres membres de la famille Mara qui sont impliqués dans les affaires sportives des Giants. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? Je ne sais pas. Je veux leur donner le bénéfice du doute, mais là, ça fait tellement longtemps qu'on est mauvais que je commence à me dire, en fait, non, il y a peut-être un problème aussi à ce niveau-là. Ouais, bah, surtout ce qui se passe, c'est que plus tu es mauvais et quand tu changes des choses, bah, tu remontes d'un cran à chaque fois en disant bah, finalement quel est le dénominateur commun de toutes ces années de nullité, et tu finis par arriver à John Mara. Donc c'est vrai que c'est l'intelligence aussi d'un propriétaire, c'est de pouvoir se dire bah là peut-être que j'ai pas pris, ça fait quand même plusieurs fois des cycles que je relance à chaque fois, ça marche pas, il faut que je fasse autre chose et être capable de step back un petit peu et de laisser un peu les choses se faire différemment. Je me demande, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais les Giants ont vendu 10% de leur capital à une famille milliardaire. Ouais. Donc, je suppose, c'est à vérifier, je pense que cette famille aura des droits de vote dans l'équipe. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait 45% Tisch, 45% Mara et 10% pour cette famille. Ça veut dire que Mara peut se retrouver en minorité contre les Tisch et cette troisième famille dont j'ai plus. À vérifier. Alors, à mon avis, si Mara est pas bête, il s'est protégé contre ça. Mais dans un scénario où, en fait, Tish et cette autre famille pourraient prendre des décisions, il pourrait forcer Mara, en fait, à relâcher un peu le contrôle de l'équipe et à confier ça à quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Bon, en gros, tu es là, tu donnes l'argent, tu alignes les ronds et puis quelqu'un s'en occupe pour toi, quoi. Ben oui, mais il ne faut pas oublier que la NFL et les franchises de la NFL, c'est aussi, ce sont des entreprises qui cherchent à avoir du profit. Et même si les revenus, beaucoup de revenus sont partagés entre les équipes de la NFL, les revenus du stade, chaque équipe, en fait, garde ses revenus du stade, ce qu'ils vendent comme place, les marchands, enfin, le merchandising, etc. Et là, apparemment, l'ambiance, elle était morose. Hein. En 3e semaine de la saison régulière pour le premier match des Giants, c'était pas terrible. Ouais, mais là, tu vois, le fait d'avoir un QB rookie, ça va redynamiser ça va redonner un élan et un intérêt en fait de suivre les Giants. Parce que c'est vrai que
il nous a fait un super match. Hein. Moi, j'adorais 450 yards à la passe. J'ai trouvé ça génial dans le deuxième match contre les Cowboys. Mais là, tu sais que tu es orienté vers l'avenir et tu vas vers quelque chose et tu y vas avec un nouvel espoir. C'était pas notre espoir sur le long terme. Mais très bien. Ouais, voilà, un nouvel espoir. J'avais fait un visuel, un nouvel espoir quand on avait, pour la première saison qui s'était très bien passé avec Daboll et Josh Allen. Ah ouais. Je referai peut-être un visuel que pour Jackson Dart. Il y a juste une chose dont on n'a pas parlé, c'est la défense. Alors, on l'a dit rapidement qu'ils se sont plutôt bien débrouillés, malgré tout. Mais je me demande aussi, admettons que ça se passe relativement bien pour Dart, mais qu'on continue à perdre des matchs bêtement parce que tu as Shea Bowen qui fait de la pré-vente à gogo. Dès qu'on a un point d'avance. Ah voilà, il faut le dégager. Je me demande si justement ce ne sera pas aussi une décision à prendre en cours de saison de changer le coordinateur défensif. Ouais. Je n'ai pas encore étudié la question de qui au sein de son escouade, sous Bowen, pourrait reprendre le flambeau. Mais c'est aussi un point d'amélioration pour cette équipe. Ouais, je suis d'accord, c'est possible. Voir le coordinateur offensif aussi, si jamais. Là, le problème, c'est que ça remet en cause aussi notre head coach parce qu'il a forcément plus de décisions dans la partie offensive que défensive. Donc, Ouais, et tu vires tous tes coordinateurs, qu'est-ce que ça dit de ta capacité en tant qu'head coach à créer un staff, quoi. C'est parce que c'est lui qui les a choisis, hein, donc ça c'est vrai Exactement. Que malheureusement. Mais bon, au bout d'un moment, il faut reconnaître ses erreurs et être capable de trouver notre solution. Ok, allez, on va s'arrêter là. Ça fait déjà plus de 45 minutes qu'on parle de notre équipe, même quand il n'y a rien à dire, on a toujours. Bon là quand même, c'est vrai que Jackson Dart, ça va être des voilà. Je vais suivre ce match avec attention. On espère voir des choses intéressantes et on croise les doigts pour que il insuffle un nouveau souffle à cette équipe et que on reparte de ce match, ce quatrième match de la saison avec des espoirs. Ouais, merci Thiago. On vous dit à la semaine prochaine pour débriefer de la première de Jackson Dart en bleu. À plus tout le monde. Ciao. Salut. Il finit avec un éternuement.